Imaginez une terre où chaque chemin mène à l'ombre. Mordor, une forteresse hérissée de tours, ceinte de murailles de feu et de cendres, surveillée par des armées innombrables. C'est là, et seulement là, que l'anneau pouvait être détruit. Mais qui aurait pu songer à y entrer ? Pas une armée, pas même une grande compagnie, toute tentative frontale n'aurait été qu'un suicide. Gandalf le savait mieux que quiconque. Pour pénétrer dans le cœur du royaume de Sauron, il fallait plus que de la force brute. Il fallait un plan tissé d'ombre et de silence, une stratégie qui échappait au regard de l'ennemi. Et c'est ici que commence la véritable énigme du mage gris. Comment faire franchir les portes de l'impossible à un simple porteur d'anneau ? Alors, si vous souhaitez percer ce mystère aux côtés de Gandalf et des peuples libres, n'oubliez pas de vous abonner. Après tout, même les plus petits clics peuvent changer le cours de l'histoire. Sauron n'avait qu'une seule pensée fixe, un feu qui consumait chacune de ses décisions. Retrouver l'anneau. Depuis qu'il avait pressenti son retour dans le monde, son esprit était prisonnier de cette idée unique. Pour lui, l'anneau n'était pas un simple objet, mais une extension de sa propre puissance, une part de lui-même arrachée et cachée. Sans lui, il demeurait incomplet, vulnérable, et il ne pouvait imaginer que d'autres puissent avoir une volonté différente de la sienne. C'est précisément cette obsession qui formait la clé du plan de Gandalf. Le mage gris comprenait que jamais Sauron ne concevrait que quelqu'un puisse vouloir détruire l'anneau. Comment l'ennemi, qui désirait plus que tout régner, aurait-il pu imaginer qu'un être mortel, faible et éphémère choisirait le sacrifice ultime plutôt que la tentation du pouvoir ? Dans l'esprit du Seigneur ténébreux, l'anneau n'était pas une malédiction, mais une arme irrésistible que quiconque chercherait à revendiquer. Ainsi naquit le cœur du stratagème, détourner le regard de l'œil. Gandalf savait qu'il fallait nourrir les soupçons de Sauron, les orienter vers la direction souhaitée. Si l'ennemi croyait que les peuples libres entendaient se servir de l'anneau pour le renverser, alors il mobiliserait toutes ses forces pour guetter une attaque, convaincu que ses adversaires chercheraient à brandir le joyau de sa puissance contre lui. Tout le génie du plan reposait donc sur un paradoxe. Plus les hommes, les elfes et les nains paraissaient de préparer la guerre, plus Frodo pouvait espérer avancer dans l'ombre. La distraction devenait une arme plus efficace que n'importe quelle lame. Gandalf lui-même se chargea de semer cette illusion, multipliant les signes, les mouvements, les conseils qui laissaient entrevoir la possibilité d'un usage offensif de l'anneau. Même Aragorn, héritier d'Isildur, était perçu par Sauron comme une menace directe. Un roi à la lignée ancienne peut être tenté de se saisir du pouvoir interdit pour rétablir la gloire du Gondor. Sauron, aveuglé par son orgueil, voyait dans chaque rumeur la confirmation de ses propres peurs. Les armées qui se rassemblaient à l'ouest, les alliances qui renaissaient, la marche des Rohirrim ou les signaux allumés entre les montagnes. Tout cela, à ses yeux, ne pouvait signifier qu'une chose. L'anneau était destiné à revenir sur le champ de bataille. Et tandis que ses pensées se focalisaient sur la guerre imminente, le chemin de l'ombre se dérobait sous ses yeux. Dans les plaines désertiques, à travers les marais perfides, Frodo et Sam progressaient pas à pas, presque invisibles. Leur voyage n'était pas protégé par des armées, mais par l'aveuglement de l'ennemi. Chaque soldat de Sauron qui marchait vers le Gondor était un soldat de moins pour surveiller les sentiers secrets de Mordor. Chaque peur qu'il nourrissait le détournait un peu plus de la vérité. Gandalf n'avait pas conçu un plan de conquête, mais un plan de tromperie. C'était une guerre d'esprit contre esprit, une lutte dans l'invisible. Car au fond, ce n'était pas la force qui pouvait vaincre Sauron, mais sa propre incapacité à comprendre la faiblesse volontaire, le renoncement, le choix d'un chemin que lui-même n'aurait jamais emprunté. Et c'est là que résidait la ruse la plus profonde du mage gris, retourner contre l'ennemi son propre aveuglement. Ainsi, l'ombre se voyait dupée par l'ombre,
et le destin de la Terre du Milieu se jouait non pas dans le fracas des batailles, mais dans le silence des pas d'un hobbit perdu sur les routes de l'impossible. Dans l'esprit de Gandalf, tout reposait sur une idée qui paraissait insensée: confier le fardeau de l'anneau non pas à un roi puissant, ni à un guerrier d'exception, mais à un être minuscule, sans armes ni influence, presque invisible aux yeux du monde. Frodo Sacquet, un hobbit de la comté, devenait ainsi la clé d'un destin qui dépassait l'entendement. Là résidait l'essence du stratagème, puisque Sauron ne pouvait concevoir que l'anneau soit confié à une créature insignifiante, il ne soupçonnerait jamais la véritable menace. La communauté de l'anneau fut donc réunie autour de Frodo, mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle n'était pas destinée avant tout à le protéger des périls de la route. Bien sûr, les talents divers de ses membres, l'épée d'Aragorn, l'arc de Légolas, la hache de Gimli, la sagesse de Gandalf, la loyauté de Sam, Merry et Pippin offraient une défense précieuse. Pourtant, le rôle profond de cette fraternité allait bien au-delà de la garde rapprochée du porteur. La communauté devait incarner une façade, une diversion vivante, un leurre qui capterait l'attention de l'ennemi. Aux yeux de Sauron, voir ne serait-ce qu'un groupe si disparate franchir les terres sauvages suffisait à éveiller la suspicion. Pourquoi réunir un héritier de Núménor, un prince elfe, un seigneur nain et un magicien, sinon pour préparer une offensive contre Mordor ? Chaque pas de la communauté semait donc la confusion, alimentant l'idée que l'anneau servait à fédérer les peuples libres dans une rébellion ouverte. Mais Gandalf savait aussi que cette unité fragile ne pouvait durer éternellement. Les tensions internes, la tentation du pouvoir, la pression de l'anneau, tout conspirait à briser le cercle. Et c'était là encore un élément de la stratégie: la dissolution de la communauté, loin d'être un échec, devenait une arme supplémentaire. Car plus la compagnie se fragmentait, plus Sauron voyait ses soupçons confirmés. Pour lui, chaque éclat de la communauté représentait une menace possible. Boromir cherchant l'anneau pour Gondor, Aragorn destiné à brandir un pouvoir ancien, ou encore Gandalf, s'il revenait, préparant quelques manœuvres secrètes. La confusion s'intensifiait. Où était l'anneau ? Qui le portait ? Était-il encore aux mains d'un hobbit ou déjà dans celles d'un roi ambitieux ? L'œil se tournait sans cesse d'une direction à l'autre, incapable de discerner la vérité. En réalité, c'était dans ce brouillard d'illusions que Frodo trouvait sa seule chance d'avancer. Ainsi, même la chute de Boromir et l'éclatement du groupe au bord de l'Anduin n'allaient pas à l'encontre du dessein initial. Loin de compromettre la mission, ces déchirements renforçaient le voile d'incertitude qui entourait le destin de l'anneau. Aragorn menant les Rohan et Gondor au combat, Merry et Pippin se mêlant aux Ents, Légolas et Gimli poursuivant leurs exploits. Chacun de ses fils séparés contribuait à tisser le même voile de diversion, car en fin de compte, la communauté n'était pas un simple rempart autour d'un porteur fragile, elle était l'incarnation même du leurre. Elle faisait croire à Sauron que l'anneau demeurait au cœur des grandes décisions, qu'il inspirait des rois et des capitaines. Pendant ce temps, dans l'ombre, Frodo avançait toujours, réduit à la plus simple expression d'un être. 2 pieds fatigués, une volonté fragile et la certitude que son pas comptait plus que tous les défilés d'armées. C'est dans ce contraste que se révèle la véritable audace de Gandalf, faire de la faiblesse apparente la plus grande force stratégique et transformer la fracture d'une fraternité en un voile de fumée si dense qu'il aveugla l'œil de Mordor. Alors que Frodo et Sam progressaient dans les sentiers désolés de l'Effel-Duath, portés seulement par la discrète ténacité de leur marche, une autre scène se jouait à l'opposé de la Terre du Milieu. Là où les tambours de guerre résonnaient, Gandalf et Aragorn tissaient la toile de la grande diversion. Car pour que 2 hobbits puissent franchir les portes de l'ennemi, il fallait que tout Mordor se détourne d'eux, hypnotisé par l'illusion d'une menace bien plus éclatante. La guerre de l'anneau fut cette illusion. Chaque bataille, chaque mobilisation, chaque étendard levé visait à faire croire à Sauron que l'anneau se trouvait entre les mains de puissants capitaines
et qu'il allait être brandi pour renverser son trône noir. Le siège du gouffre de Helm, la reconquête de Minas Tirith, la chevauchée des Rohirrim, tous ces événements donnaient l'impression d'un monde libre en train de rassembler ses forces pour un ultime affrontement. Gandalf, revenu des profondeurs et désormais vêtu de blanc, incarnait aux yeux de l'ennemi la figure d'un stratège prêt à défier son empire. Aragorn, portant l'épée reforgée d'Isildur et assumant enfin son héritage royal, devenait un symbole encore plus dangereux, celui d'un roi capable de revendiquer l'anneau comme une arme de légitimité. Chaque geste de ces deux figures nourrissait la peur de Sauron. Mais le sommet de cette manœuvre fut la marche vers la Porte Noire. Un acte qui, à première vue, ressemblait à un suicide collectif. Aragorn conduisit une armée épuisée, bien trop faible pour affronter les légions innombrables de Mordor vers le Morannon, les portes mêmes de l'ombre. Aux yeux de Sauron, un tel défi ne pouvait signifier qu'une chose. L'anneau se trouvait là, porté par le descendant de ceux qui l'avaient jadis arraché à son doigt. Comment imaginer qu'un roi mortel oserait provoquer le Seigneur ténébreux autrement ? C'était pourtant une audace calculée. Aragorn, Gandalf et les capitaines du Gondor savaient que leur armée ne tiendrait pas une heure contre la marée noire des orques et des trolls, mais la victoire n'était pas dans la bataille. Elle résidait dans l'attention de l'ennemi. Tant que l'œil fixait la plaine du Morannon, il ne voyait pas l'ascension laborieuse de deux hobbits sur les flancs du mont d'Estaing. Tant que ses armées se massaient contre une poignée de guerriers désespérés, ses propres terres s'ouvraient comme une plaine non gardée. Et Sauron, fidèle à lui-même, tomba dans le piège. Aveuglé par sa peur de perdre l'anneau et par son incapacité à concevoir qu'on puisse vouloir le détruire, il concentra ses forces là où le leur brillait le plus fort. Les Nazgûl fondaient sur les armées des hommes, les capitaines orques se pressaient derrière les murailles du Morannon, et au cœur de la forteresse, l'œil fixait avec obsession cette poignée d'ennemis. Ainsi, la guerre de l'anneau, loin d'être une simple rébellion désespérée, fut la grande mise en scène d'un leurre. Le fracas des épées, le rugissement des cavaliers et la bravoure des derniers défenseurs n'étaient là pas seulement une lutte pour la survie. Ils étaient la fumée épaisse d'un rideau qui cachait la vérité. Derrière cette apparente folie militaire se jouait le destin véritable, invisible et silencieux, porté par deux silhouettes minuscules perdues dans les plaines volcaniques. La diversion atteignit son apogée au moment où l'armée des hommes se retrouva encerclée, vouée à une mort certaine. Mais à cet instant même, Frodo et Sam approchaient du mont d'Estaing. La ruse avait accompli son rôle, détourner l'immense pouvoir de Sauron vers une menace illusoire, afin que la véritable arme, le courage d'un porteur obscur, puisse frapper au cœur. La victoire de la guerre de l'anneau ne fut pas arrachée par la force des armes, ni par l'éclat des épées. Elle naquit d'un paradoxe, celui d'une guerre gagnée par l'ombre et par le silence. Jamais les armées des hommes, des elfes et des nains n'auraient pu percer les murailles de Mordor. Jamais un siège, aussi héroïque fut-il, n'aurait pu abattre l'immense pouvoir de Sauron. Pourtant Mordor s'effondra et son maître fut réduit au néant. Ce qui rendit cela possible, ce fut l'aveuglement même de l'ennemi. Gandalf avait compris, avec une lucidité implacable, la faille au cœur de Sauron, son incapacité à concevoir la destruction de l'anneau. Pour lui, il n'existait qu'une logique, celle du pouvoir. Celui qui tenait l'anneau chercherait à l'utiliser. Ainsi, quand les armées de l'Ouest défièrent Mordor, il n'y vit qu'une confirmation de ses propres craintes. Aveuglé par sa fierté, persuadé que personne ne renoncerait à une telle arme, il concentra tout son regard sur Aragorn, Gondor et Rohan, laissant la voie libre aux véritables porteurs. Frodo et Sam purent atteindre le mont d'Estaing non pas grâce à leur force, mais grâce à cette distraction colossale. Leur ascension fut rendue possible par le vacarme des batailles, par le courage d'hommes qui acceptèrent de se jeter dans une lutte perdue d'avance pour donner une chance au silence d'un hobbit,
La victoire ne fut donc pas seulement l'œuvre d'un porteur, mais d'un plan dans lequel chaque acte de bravoure, chaque diversion, chaque sacrifice jouait un rôle précis. Ainsi se dévoile la grandeur du dessein de Gandalf. Le mage gris, devenu blanc, ne brandit jamais d'arme plus tranchante que la clairvoyance. Il ne gagne pas par le fer, mais par la compréhension intime de son adversaire. Là où Sauron ne voyait qu'ambition, Gandalf savait discerner l'humilité. Là où l'ennemi croyait à la domination, il opposa la faiblesse volontaire et le renoncement. Et c'est cette connaissance, plus que toutes les armées du monde, qui fit basculer l'histoire de la Terre du Milieu. La chute de Barad-dûr ne fut donc pas l'écho d'une victoire militaire, mais le fruit d'une illusion parfaitement entretenue. Une guerre de tromperie où l'ennemi, enfermé dans sa propre logique, se dévora lui-même. En croyant tout voir, il fut aveugle. En croyant tout comprendre, il passa à côté de l'essentiel. La volonté de 2 hobbits minuscules mais indomptables. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de cette épopée. Les batailles décisives ne se gagnent pas toujours dans le vacarme des champs de guerre. Parfois, elles se gagnent dans le silence, dans les interstices de l'orgueil, dans les brèches d'un regard trop sûr de lui. Gandalf le sut, et c'est ainsi qu'il offrit à la Terre du Milieu sa délivrance. Alors, si cette histoire vous a emporté au cœur de la stratégie de Gandalf, souvenez-vous, même les plus petits gestes ont leur poids. Ici, un simple abonnement ou un like peut sembler minuscule. Mais comme l'anneau au doigt d'un hobbit, il peut changer le cours de la suite de nos récits.